Bonjour à tous. Donc, en préambule, nous tenions, en tant que représentants de Santé publique France dans cette session, à remercier le CNGE de nous donner l'opportunité de vous présenter nos actions et comment elles s'articulent avec votre activité. Donc, dans cette première présentation de la session, je vais revenir sur les grands concepts de la surveillance épidémiologique et vous donner des illustrations en santé mentale de cette surveillance épidémiologique. Donc, Santé publique France est l'Agence nationale de santé publique. C'est une agence d'expertise scientifique qui a été créée en 2016 à partir de différentes entités, en particulier l'Institut de veille sanitaire et l'INPES, l'Institut de la prévention et d'éducation pour la santé. Nous sommes sous tutelle du ministère de la Santé et de l'accès aux soins et nous avons un ensemble de missions. Dans cette présentation, je vais particulièrement insister sur nos missions d'observation épidémiologique et de surveillance de l'état de santé des populations. Mais comme vous le savez, nous avons aussi des missions relatives à la veille, à l'alerte et puis à la préparation et aux réponses à la crise. Et puis des missions de promotion et prévention en santé. Et je conclurai sur cet aspect. Donc, qu'est-ce que la surveillance épidémiologique? La surveillance épidémiologique, c'est à la fois décrire des états de santé, de la morbidité, la mortalité, mais également décrire les facteurs de risque et les facteurs protecteurs pour pouvoir mettre en place des interventions, identifier des leviers ou des populations à risque. La surveillance épidémiologique, c'est également l'alerte. Et puis, c'est l'évaluation des politiques publiques à travers le suivi de nos indicateurs, et l'évaluation d'interventions, parfois locales, par exemple en prévention, promotion de la santé. Le CDC, il y a de nombreuses années, a donné une définition qui est particulièrement intéressante de la surveillance épidémiologique parce qu'elle complète le graphique en haut de la diapositive. Elle précise que la surveillance épidémiologique, c'est un processus systématique de collecte, d'analyse, d'interprétation des données. L'objectif, c'est la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des pratiques et des politiques de santé. Mais surtout, elle insiste sur un élément important, qui déjà était quand même novateur en 1950, c'était l'importance de diffuser l'information et les résultats à ceux qui ont besoin d'en être informés. Donc, suivant les différentes étapes de ce processus, il y a un ensemble d'acteurs qui sont concernés, et vous êtes concernés, sur l'aspect collecte de sources de données, en fonction du type de surveillance, et j'y reviendrai, qu'elle soit passive ou active. Vous, en tant que professionnel de santé, vous avez été, lors de vos exercices ou de votre formation hospitalière, où vous êtes toujours, concerné par la collecte des données. Des enquêteurs sont parfois nécessaires lorsque l'on met en place des études spécifiques. Les organismes de surveillance, de recherche et les universitaires sont impliqués dans l'analyse, l'interprétation, la restitution des résultats. Et en ce qui concerne l'utilisation pour l'action, là encore, de nombreux acteurs sont concernés, soit les données peuvent être utilisées directement par le ministère, les décideurs nationaux et locaux, les ARS. Nous, en tant qu'agence, nous utilisons les données pour pouvoir orienter les actions de prévention, promotion de la santé, la haute autorité de santé, bien sûr, pour pouvoir produire ses recommandations. Le CNGE peut utiliser les données dans ses activités, l'ensemble des professionnels de santé et plus largement, de plus en plus, la société civile s'empare de ces données pour les plaidoyer. Évidemment, tout ce système repose sur un point majeur, la qualité des données. Puisque si les décisions sont prises sur les données que nous collectons, il est important que leur qualité soit bonne. Et pour favoriser la qualité, il est aussi essentiel de réfléchir dans nos systèmes à une rétro-information auprès des personnes, et en particulier des professionnels de santé qui collectent ces données pour pouvoir comprendre l'utilisation qui est faite des données qui sont enregistrées. Avant de détailler les sources de données que l'on utilise en épidémiologie de la santé humaine, je souhaitais rappeler que d'autres types de surveillance existent, puisque nous nous intégrons dans un écosystème, dans le One Health ou une seule santé,
avec également des surveillances de la santé des animaux, les zoonoses, et puis de l'environnement. Il existe des données spécifiques, des bases de données qui permettent de collecter ces informations et de les mettre en regard de la santé humaine. Maintenant, je vais revenir plus spécifiquement sur les données, les sources de données que nous utilisons pour la surveillance de la santé humaine. Tout d'abord, ce que nous appelons surveillance active, qui se base sur des études qui vont vraiment essayer d'aller auprès de la population, collecter des informations qui deviendront des indicateurs. Donc il s'agit à la fois d'études transversales qui peuvent être soit répétées et réalisées par interview ou qui peuvent également, pour certaines thématiques, se baser sur un examen de santé. Donc là j'ai listé pour les études transversales par interview des études que l'on utilise plus spécifiquement en santé mentale. Évidemment, la recherche produit aussi des études de cohorte qui sont alors utilisées en transversal pour le suivi des indicateurs et puis d'autres études de recherche qui peuvent être utiles, plus rarement nationales. Évidemment, la représentativité des données est fondamentale dans la surveillance, mais ces études peuvent également, dans certains cas, être intégrées dans la surveillance. Et puis, il existe d'autres types de sources de données, des registres ou des observatoires. Dans le cadre de l'activité des registres, des enquêteurs vont, notamment dans les dossiers médicaux, rechercher l'information. Donc il existe différents types de registres selon les pathologies. Dans le champ de la santé mentale, par exemple, un registre de handicap de l'enfant collecte les données sur les troubles du spectre autistique. Et puis, en parallèle de cette surveillance active, il y a une surveillance qu'on appelle passive, qui s'appuie à la fois sur l'état civil, les données de l'INSEE, et puis les bases de données médico-administratives. Donc l'état civil est important pour suivre l'évolution des décès. Le système national des données de santé est au cœur de beaucoup des systèmes de surveillance de Santé publique France, puisqu'il intègre à la fois les données hospitalières via le PMSI ou le RIMP en psychiatrie et des données du DCIR, donc toutes les consommations, les remboursements, les consultations, sans les motifs, et les causes de décès. Une nouvelle base devrait rejoindre le système national des données de santé. Ce sont les bases des MDPH qui, notamment pour la santé mentale, seraient des données précieuses. Et puis il existe évidemment également des entrepôts de données hospitalières qui reprennent des informations du SNDS mais sont enrichis de toutes les informations des dossiers médicaux informatisés. Et puis P4DP, je laisserai présenter plus en détail ce système évidemment fondamental pour vous dans une prochaine présentation de la session. En parallèle de cette classification surveillance active, surveillance passive, on a aussi une autre type de classification qui est la surveillance réactive versus les données qui mettent plus de temps à remonter. En effet, les données que vous voyez dans les colonnes surveillance active et passive, en fait, elles remontent jusqu'à nous avec quand même beaucoup de retard pour la plupart, puisqu'elles nécessitent un temps de consolidation. Donc ces données, elles sont importantes, elles sont riches, mais elles ne permettent pas de suivre la survenue de crise, par exemple. Elles ne remontent pas de manière hebdomadaire, comme peuvent remonter les données du système sursaut, donc, que l'on appelle système de surveillance syndromique. Ce système a été mis en place après la canicule de 2003. Il inclut les passages aux urgences, les données SOS médecins et la mortalité. Et bien sûr, le réseau Sentinelle participe aussi à la surveillance réactive. Donc les différentes bases que je vous ai présentées sont des bases qu'on utilise en majorité pour la surveillance en santé mentale, je reviendrai dessus.
Vous aurez dans la suite de la session des exemples sur les maladies infectieuses. Évidemment, chaque surveillance de pathologie ou chaque champ a des systèmes qui sont spécifiques, et en particulier des données de laboratoire qui sont très importantes pour les maladies infectieuses. Donc, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais maintenant me concentrer sur la surveillance épidémiologique en santé mentale. Et juste revenir donc sur la définition de la santé mentale, qui, comme vous le savez, est très large, puisqu'elle va dans un continuum du bien-être au mal-être. Elle intègre 3 dimensions: la santé mentale positive, le bien-être, l'épanouissement personnel, qui peuvent être renforcés par le développement de ressources psychologiques et de la capacité à agir. Mais dans certains cas, dans certaines situations éprouvantes, vous rencontrez des patients dans des situations de deuil, d'échec, de difficultés familiales, qui présentent une détresse psychologique réactionnelle. Donc normalement, c'est une situation qui est transitoire, qui ne nécessite pas de soins spécialisés, mais dans certains cas, il peut évidemment y avoir une évolution. Et puis par ailleurs, il y a des patients que vous rencontrez dans votre exercice qui présentent des troubles psychiatriques de gravité variable et qui nécessitent une prise en charge médicale. Donc ces différentes dimensions de la santé mentale, on va chercher à les surveiller en s'appuyant sur différentes bases de données et en s'appuyant sur différents types d'indicateurs. Bon, pour ce qui est de l'état de santé mentale et du bien-être dans la population en général, ou dans certaines populations spécifiques, on peut s'intéresser à la population des enfants, à des populations spécifiques comme celle des détenus par exemple. On va chercher à évaluer le bien-être mental, la détresse psychologique réactionnelle, des troubles sans retentissement fonctionnel durable par exemple. À l'étage du dessus de cette pyramide, on va pouvoir suivre des indicateurs de recours aux soins. Les hospitalisations à travers le SNDS, les passages aux urgences à travers la surveillance syndromique, et puis évidemment les soins primaires sont fondamentaux, et dans les années à venir, on espère pouvoir avoir des informations à partir de P4DP. Le réseau Sentinelle inclut un indicateur également de santé mentale. Donc là, on va avoir des populations qui ont des troubles globalement avec un retentissement, et puis les événements donc les plus sévères, ce sont évidemment les décès à partir des causes médicales de décès, les suicides ou les décès liés à des troubles psychiatriques. Donc, dans la suite de ma présentation, je vais vous illustrer la surveillance épidémiologique en santé mentale aux différents âges de la vie à travers différentes bases de données et différents indicateurs. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la littérature montre depuis plusieurs décennies l'importance d'une approche vie entière. Et puis parce que vous, dans vos patientèles, vous êtes dans une situation unique qui vous permet de rencontrer les personnes aux différents âges de la vie, et même d'avoir une vision transgénérationnelle. Les données de la littérature sur l'approche vie entière, elles ont été transcrites dans les politiques publiques, notamment avec la publication du rapport 1000 premiers jours et tout un ensemble de politiques qui ont pu être mises en place depuis, et puis évidemment un certain nombre de rendez-vous de prévention au fur et à mesure des âges de la vie. Donc pour commencer, parce que la grossesse et les premiers mois de vie et même la période préconceptionnelle sont fondamentales, je vais faire un focus sur le postpartum et puis ensuite sur l'enfance à partir de 2 études sur lesquelles Santé publique France Travail a piloté et développé, l'étude nationale périnatale et l'étude ENABI. L'étude nationale périnatale, dont la dernière édition date de 2021, recrute toutes les femmes qui le souhaitent une semaine donnée dans toutes les maternités de France.
Dans ces résultats que je vais vous présenter, on a travaillé sur plus de 7000 femmes à qui on a posé une échelle qui s'appelle l'Edinburgh Postnatal Depression Scale et qui nous a permis pour la première fois de produire des données nationales de dépression du postpartum, d'anxiété et d'idées suicidaires. Et donc, on a pu décrire que 16,7% des femmes à 2 mois postpartum présentaient des symptômes de dépression du postpartum, près de 30% des femmes des symptômes d'anxiété et 5% rapportaient des idées suicidaires. Donc c'est évidemment des résultats qui sont importants puisque c'est une période durant laquelle le lien mère-enfant se met en place et donc il y a une vigilance particulière à cette période de la vie. Si l'on continue sur les âges de la vie, l'étude ENABI avait pour objectif de décrire le bien-être et l'état de santé mentale des enfants. En 2022, elle a été mise en place au décours de la pandémie puisqu'il n'y avait pas de système de surveillance sur cette tranche d'âge et cette étude a vocation à être répétée dans le cadre d'un dispositif pérenne. C'est une étude qui a eu lieu dans les écoles. Plus de 700 écoles ont été tirées au sort. On a interrogé les parents, les enseignants et les enfants à partir du CP. Les enfants inclus étaient à la fois les enfants de maternelle et d'élémentaire. À titre d'illustration, cette étude a permis pour la première fois d'estimer la prévalence de troubles qu'on appelle probables, parce que ce ne sont pas des diagnostics, hein, ils sont issus de questionnaires psychométriques, donc il y a évidemment une limite à ces outils épidémiologiques. Ces troubles probables émotionnels concernaient 5,6% des enfants de 6 à 11 ans, les troubles oppositionnels 6,6%, et les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, 3,2%. Au total, 13% des enfants de cette tranche d'âge présentaient au moins un trouble probable. Donc, on a retrouvé des différences qui sont observées en clinique et dans la littérature internationale, avec des troubles émotionnels plus fréquents chez les filles, des troubles du comportement plus fréquents chez les garçons. Et ces données donc, sont importantes pour pouvoir contribuer notamment à la feuille de route santé mentale et psychiatrie pilotée par la délégation de santé mentale et psychiatrie. Pour continuer sur l'adolescence et les jeunes adultes, je vais vous donner quelques éléments issus des données de recours aux soins, en particulier des passages aux urgences et des hospitalisations pour tentatives de suicide. Le système de données donc Sursaut, je vous en ai parlé, a été extrêmement important lors de la pandémie de Covid-19, puisqu'il a permis de suivre la situation de la santé mentale en France à partir d'un certain nombre d'indicateurs, idées suicidaires, gestes suicidaires et d'autres types de troubles. Donc évidemment, il s'agit de passage aux urgences, donc il y a des limitations à cet indicateur, et ça nécessite un recours aux soins. Néanmoins, comme vous le voyez, cela a permis, à travers des données hebdomadaires, de décrire la dynamique sur les troubles de l'humeur, les idées suicidaires et les gestes suicidaires, durant la période pré-pandémique, durant la pandémie et puis et par la suite. Donc ici vous voyez la période pré-pandémique avec des fluctuations qui sont retrouvées habituellement, une diminution du recours aux soins pendant et après le confinement, enfin du passage aux urgences, une réaugmentation après la rentrée scolaire 2020, une diminution à l'été 2021 et une réaugmentation encore plus importante du nombre de passages aux urgences à l'été 2021 et des nombres de passages aux urgences qui restent globalement élevés, surtout chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc ici, je vous présente un de ces indicateurs qui est donc le passage aux urgences pour gestes suicidaires.
On se situe entre 2021 et 2024. Ce sont les données qui viennent d'être publiées il y a 10 jours sur le site de Santé publique France. Donc ces données très récentes qui vous montrent en fait une courbe par année. Et donc elles sont superposées, donc si on observe que certaines courbes ont des niveaux supérieurs, c'est qu'on a des passages aux urgences qui sont plus nombreux. Et l'année 2024 est la courbe noire, donc vous pouvez observer que pour les adolescents et les jeunes adultes, par rapport aux 3 années précédentes, on est sur un nombre de passages aux urgences plutôt, plus important. Évidemment, là encore, la qualité des données est importante, puisque, en particulier pour les idées suicidaires, qui est un autre indicateur qui montre le même type de dynamique, on ne peut pas exclure qu'il y ait, du fait des actions de déstigmatisation qui ont été mises en place, et puis de la libération de la parole au décours de la pandémie, des patients qui vont plus facilement, par exemple, partager leurs idées suicidaires lors de leur passage aux urgences, et puis également du côté des professionnels de santé, une sensibilité plus importante et donc un codage plus fréquent. Donc il y a probablement un effet réel sur les fréquences, mais également cet effet du codage et donc l'impact de la qualité des données. Pour terminer sur la tranche d'âge des adolescents, un autre indicateur que nous suivons après le passage aux urgences, ce sont les hospitalisations pour tentative de suicide. Donc là, les données, elles couvrent la période 2017-2023. Et donc vous pouvez voir l'ensemble des tranches d'âge de la population pour les hommes et pour les femmes sur ces différentes années. Il s'agit des taux d'hospitalisation pour 100 000 habitants. Les taux, vous le savez, des tentatives de suicide et des hospitalisations pour tentatives de suicide sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Vous pouvez voir que on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs sur ces axes. Les hommes, la dynamique est différente entre les hommes et les femmes. Après une chute chez les hommes en 2020, les taux sont restés globalement stables. En revanche, chez les femmes, et en particulier ici, chez les adolescents et les jeunes, on observe une augmentation notable des hospitalisations pour tentatives de suicide. Et puis, pour terminer, un focus sur les personnes âgées à partir des données de mortalité. Donc ici, l'indicateur, c'est le décès par suicide, qui donc porte sur la période 2017-2021. Les données de mortalité remontent avec un délai important, les données qui incluent les causes de décès. C'est pourquoi nous n'avons pas de données plus récentes, et d'où l'intérêt de la certification électronique. Les taux de mortalité globalement en France par suicide sur cette période étaient stables. Le suicide est retrouvé beaucoup plus fréquemment chez les hommes, à 75%. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est évidemment, enfin, vous le savez certainement, mais il s'agit d'un phénomène qui est beaucoup plus fréquemment retrouvé chez les seniors. Donc même si l'état de santé mentale est dégradé chez les jeunes, les adolescents et les jeunes, le suicide reste une problématique de seniors. Et donc pour conclure, au-delà de ces données de surveillance et d'observation de la santé de la population que vous pouvez retrouver sur notre site internet, Santé publique France, voilà, publications, vous retrouvez différents types de publications, différentes collections, plus ou moins longues. Vous trouvez également des documents de communication qui peuvent vous être utiles, les brochures. Au-delà donc de ces éléments qui sont publiés, il y a des actions, la mise en place d'un site internet, notamment le site 1000 jours, des campagnes de prévention que vous aurez peut-être vues sur notamment les adolescents, des brochures qui peuvent vous être utiles et des documents de référence, des documents scientifiques. Et puis finalement, nous finançons ou nous développons des ressources
que ce soit des sites internet. Donc, le Psycom a des fiches qui sont très utiles, Clépsy, sur la période, sur la tranche d'âge des enfants, des adolescents. Fil Santé Jeune, aussi une bonne ressource que vous pouvez consulter ou conseiller. Et puis, en complément des prises en charge, il existe aussi des dispositifs d'aide à distance que les personnes peuvent solliciter. Voilà, je vous remercie de votre attention.